Ah, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors, bonjour, je crois qu'on va commencer. Les autres, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Alors, cette réunion sera consacrée donc au thème douleur thoracique. C'est pas un cours magistral, c'est pas un cours. On va essayer de traiter la question à partir d'un cas clinique. Alors, une petite introduction, les douleurs thoraciques. Alors, ils constituent donc un motif qui est fréquent de consultation, notamment aux urgences, mais aussi en cardiologie. Alors, la grande difficulté, c'est que ça découle d'origines très, très, très variées, aussi bien intra qu'extra-thoraciques. On les appelle les douleurs thoraciques, les douleurs extra-thoraciques prolongées au thorax. Alors, la difficulté aussi particulière de ces douleurs thoraciques, c'est l'absence de parallélisme, en fait, entre la gravité de la maladie et l'intensité de la douleur. Alors, c'est pas des deux cours parallèles, l'intensité de la douleur et la gravité de la pathologie sous-jacente. Alors, toute cette difficulté elle est aggravée parfois par des présentations qui sont atypiques. Alors, je vous rappelle que le thorax, c'est une région qui est très richement innervée. Donc, plusieurs structures qui siègent dans le thorax, donc le revêtement cutané et la paroi musculaire, le squelette osseux, les muscles intercostaux, les artères et les veines, le cœur, le péricarde, l'œsophage et les poumons. Alors, toutes ces structures, elles peuvent être à l'origine de douleurs thoraciques. Alors, donc, la paroi, ça compte. Donc, la douleur thoracique, elles peuvent être donc d'origine pariétale, intéresser le revêtement cutané, la paroi musculaire, le squelette osseux, mais aussi les muscles intercostaux. Elle peut être aussi vasculaire, touchant c'est toutes les pathologies qui touchent les artères et les veines.
Les douleurs d'origine cardiaque intéressant notamment le cœur lui-même, mais aussi le sac qui entoure le cœur qui est le péricarde. Tout ce qui est digestif, donc surtout les douleurs œsophagiennes. Et finalement, donc, les douleurs d'origine pleuropulmonaire, que ce soit d'origine pulmonaire ou d'origine pleurale. Donc, les douleurs thoraciques, origine très diverses, donc pariétale, vasculaire, cardiaque, digestive, notamment œsophagienne et pulmonaire. Alors, dans la discussion diagnostique et dans la démarche diagnostique, il faut avoir dans l'idée que, avant tout, il faut éliminer, rechercher et éliminer donc 4 urgences cardiovasculaires qui sont notamment révélées par des douleurs thoraciques et qui doivent être omis. Alors, on les regroupe sous l'abréviation PED, donc P pour péricardite, I pour infarctus du myocarde ou tout syndrome coronaire aigu, E c'est embolie pulmonaire et D c'est la dissection aortique. Donc bien sûr, cet ordre, ce n'est pas l'ordre de fréquence. C'est une abréviation pour retenir les 4 pathologies. Alors l'objectif essentiel initialement, lorsqu'on prend en charge les douleurs thoraciques aux urgences, c'est d'éliminer ces 4 urgences cardiovasculaires potentiellement létales. Alors, ça, c'est une petite introduction. Donc, on va commencer. Alors, l'orientation diagnostique de mon douleur thoracique, elle va reposer sur 3 grands volets. Bien sûr, l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen physique, et troisièmement, l'électrocardiogramme. C'est les 3 donc, éléments qui vont permettre une orientation rapide, une orientation diagnostique rapide. Et parfois, ça permet de donner le diagnostic dans certains cas. Alors, voici notre cas clinique. Il s'agit d'un patient M1 qui consulte aux urgences de votre hôpital pour des douleurs thoraciques. Alors, vous essayez de l'interagir avec moi. Donc, la première question ici, quelle est votre conduite à tenir devant ce patient? Interrogatoire, éliminer l'infarctus du myocarde, oui. Oui. Alors, éliminer les urgences et ECG dans les 10 minutes, oui. C'est-à-dire éliminer les urgences. Interrogatoire rapidement ECG. D'accord. Quoi d'autre? Mesurer la tension pour éliminer une dissection. Oui. Alors, imaginez que vous êtes interne dans les box des urgences et vous venez de mettre ce patient. Alors, la première chose, est-ce que c'est stable ou non? Oui, oui, c'est ça. Il mène. Très bien. La recherche des signes de gravité par Rosé. Alors, excellent. Donc, la première chose, le premier réflexe, devant, vous savez que les douleurs thoraciques, ça peut cacher des pathologies cardiovasculaires très graves, potentiellement mortelles dans les médias. Donc, la première chose, avant tout, c'est de rechercher des signes de gravité qui vont donc orienter vers une pathologie cardiovasculaire grave et qui nécessitera une prise en charge thérapeutique urgente. Alors, quels sont ces signes de gravité qu'on va rechercher? Alors, la recherche de ces signes de gravité, elle va classer d'emblée les patients en patients graves, donc prise en charge immédiate, urgente, et des patients qui ne sont pas, qui ne présentent pas de signes de gravité. Quels sont ces signes de gravité?
Oui, très bien. Respiratoire, neurologique et cardiovasculaire. Oui, très bien. Alors, ces signes de gravité, donc, comme vous l'avez dit, c'est des signes d'alarme qui vont orienter d'abord vers des pathologies qui sont graves, qui nécessiteront une prise en charge cardiovasculaire immédiate, prise en charge immédiate. Alors, ils sont de trois ordres, les signes de gravité respiratoire, notamment la cyanose, la tachypnée, des signes de lutte respiratoire, donc avec les tirages, le synchronisme thoraco-abdominal. Donc, les signes de détresse respiratoire aiguë. Alors, les signes de gravité cardiovasculaire, c'est tout ce qui est pâleur, tachycardie, hypotension, signes de choc avec marqueur extrémité froide. Les signes de gravité neurologique, c'est surtout les troubles de la conscience, l'héliopotynie ou les syncopes. Alors, une fois qu'on a recherché ces signes d'alarme et qu'on n'a pas trouvé ces signes, donc on va passer à on va passer à étudier la sémiologie de la douleur. La sémiologie de la douleur par notamment un interrogatoire précis. Alors, l'interrogatoire, il recherchera avant tout l'âge du patient. Donc, le cadre diagnostique des douleurs thoraciques n'est pas le même chez un patient de 30 ans que chez un patient de 70 ans. Bien évidemment, on va rechercher aussi les facteurs de risque cardiovasculaires du patient, les facteurs de risque cardiovasculaires orienteront la présence de ces facteurs de risque cardiovasculaires, notamment lorsqu'ils sont associés, orienteront vers une origine plutôt cardiovasculaire et surtout d'origine coronaire des douleurs thoraciques. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment les facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, c'est-à-dire hypertension artérielle, diabète, diabète, tabagisme, hypercholestérolémie et notamment le cinquième facteur de risque cardiovasculaire qui est l'hérédité coronaire. Alors, l'hérédité coronaire, elle est définie, l'hérédité cardiovasculaire, elle est définie par des antécédents cardiovasculaires chez un apparenté de premier degré, de sexe d'âge inférieur à 55 ans s'il s'agit d'un sexe féminin et inférieur à 45 ans s'il s'agit d'un sexe masculin. Donc, on recherchera rapidement, bien sûr, cette anamnèse sera rapide et orientée vers la recherche de l'âge du patient et en facteurs de risque cardiovasculaire, surtout les majeurs, diabète, hypertension artérielle, tabagisme, hypercholestérolémie et hérédité coronaire. Alors, cette anamnèse recherchera aussi les antécédents, surtout les antécédents cardiovasculaires et pulmonaires du patient et le contexte de survenue de la douleur thoracique. C'est-à-dire, il faut préciser avant tout, est-ce qu'il s'agit d'une douleur thoracique qui est d'installation aiguë ou c'est une douleur thoracique qui s'installe de façon chronique depuis quelques jours ou quelques semaines. D'accord? Est-ce que c'est une douleur qui est aiguë ou une douleur plutôt chronique? Alors, une fois donc on a fait cette anamnèse, relevant les principaux facteurs de risque, l'âge du patient et les antécédents, alors l'interrogatoire, il va essayer de décrire ce symptôme qui est la douleur thoracique. Alors, toute douleur thoracique en sémiologie, elle est définie avant tout par son siège. Alors, vous savez que le thorax, c'est une région qui est assez étendue, qui est assez large. Alors, une douleur rétrosternale médio-thoracique n'a pas la même signification qu'une douleur précordiale, c'est-à-dire dans la région précordiale, et qu'une douleur latéralisée, plutôt à droite ou à gauche. Donc, le siège de la douleur est un élément très important à préciser, le siège exact de la douleur. Alors, deuxième notion, c'est les irradiations de la douleur. D'accord? Certaines pathologies
sont caractéristiques, les douleurs thoraciques de ces pathologies sont caractéristiques par leurs irradiations. Alors, notamment la douleur des syndromes coronaires aigus et de l'angine de poitrine, avec des irradiations typiques, comme vous le savez, vers la mâchoire supérieure, le membre supérieur gauche, parfois vers les deux poignets. On l'appelle le signe de la menotte. Alors, d'autres douleurs thoraciques, notamment les douleurs des dissections aortiques, on dit qu'elles sont migratrices, c'est-à-dire qu'elles irradient avant en interscapulaire vers le dos. Ensuite, c'est des douleurs qui vont descendre et suivre le chenal de la dissection, donc c'est-à-dire du thorax, elle va migrer vers l'abdomen et les membres inférieurs. Donc, on précisera aussi le mode d'installation de la douleur. Est-ce que c'est une douleur aiguë ou c'est une douleur chronique? On précisera aussi les circonstances d'apparition de la douleur. Donc, est-ce que c'est une douleur qui apparaît au repos? Est-ce que c'est une douleur qui apparaît à l'effort? Est-ce que c'est une douleur qui est rythmée par certains événements? Alors, l'intensité de la douleur aussi, c'est un signe qui est relativement subjectif, mais cette intensité, donc, elle sera appréciée par l'échelle EVA avec une note de 1 à 10. On précisera aussi les facteurs d'aggravation, les facteurs qui vont aggraver la douleur et les facteurs qui vont soulager ces douleurs, et bien sûr, les signes associés. Alors, une fois on a décrit ce symptôme de douleur, alors voici ce que notre patient présente. Alors, il s'agit d'un monsieur de 55 ans, alors, qui est hypertendu depuis 10 ans sur ramipril 10 mg, un comprimé par jour. Ramipril, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Il a un diabète de type 2 qui est devenu insulinécessitant. Il y a un passage à l'insuline depuis 5 ans. C'est un grand tabagique à 20 paquets à nuit. Les douleurs thoraciques sont en fait un type d'oppression aiguë survenant au repos et qui évoluent depuis 2 heures et qui sont continues. Je vous laisse regarder la vignette clinique. Alors, si on résume, c'est un patient de 55 ans qui cumule multiples facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, hypertension, diabète et tabac, et qui présente une douleur thoracique prolongée. Est-ce que vous pouvez décrire, vous pouvez donc caractériser le type de ces douleurs? Syndrome coronaire aigu, c'est un diagnostic. Le type de douleur, ça vous oriente vers quel type de douleur, ça? Oui, très bien. Très bien. Alors, c'est typiquement, en fait, ce qu'on appelle les douleurs angineuses. Alors, la douleur angineuse, pourquoi on l'appelle angine de poitrine ou angineuse? Parce que ça fait, donc, ça oriente vers le caractère. Le monsieur qui a décrit ces douleurs, il les appelait angineuses ou angor ou angine de poitrine. Donc, il a donné cette nomination essentiellement en raison du caractère angoissant de la douleur. Et les douleurs angineuses, c'est les douleurs en fait qui traduisent la présence d'une ischémie myocardique, c'est-à-dire c'est des douleurs d'origine coronaire. Alors la douleur thoracique typiquement angineuse, elle a trois principales caractéristiques qui sont avant tout le siège, c'est des douleurs qui sont typiquement rétrosternales médiothoraciques. Alors, ces douleurs angineuses, elles sont aussi typiques parfois par son type. Donc, ce sont des douleurs à type généralement de constriction rétrosternale. Parfois, elles sont un type de brûlure.
La douleur angineuse est aussi typique par quoi? Par ses irradiations. Alors, les irradiations typiques, on les a vues de la douleur angineuse, c'est la mâchoire inférieure et le membre supérieur gauche. D'accord? Et quatrième élément, la douleur de l'angine de poitrine stable. Donc, la douleur angineuse, initialement, on a décrit la douleur de l'angine de poitrine stable. Alors, elle est typique par quoi? Par les circonstances de survenue. Alors, la douleur de l'angine de poitrine d'effort stable, elle a une particularité, c'est quoi? Les circonstances de survenue, c'est qu'elle apparaît à partir d'un certain degré d'effort et elle va disparaître immédiatement après l'arrêt de cet effort. D'accord? Alors, si on résume, la douleur de l'angine de poitrine typique par quatre, elle est typique par quatre paramètres ou quatre caractéristiques. Le siège rétrosternal médiothoracique, le type constriction, parfois brûlure, les irradiations membre supérieur gauche, mâchoire inférieure et les circonstances de survenue, donc les douleurs de l'angine de poitrine stable d'effort, elles apparaissent à l'effort et vont disparaître immédiatement à l'arrêt de cet effort ou par un test qu'on appelle le test à la trimethine, c'est-à-dire la trimethine donnée par voie sublinguale. C'est un vasodilatateur artériel et veineux qui va dilater les artères coronaires et qui va permettre de faire disparaître rapidement cette douleur de l'angine de poitrine stable. Alors, l'angine de poitrine stable, c'est quoi? C'est la conséquence d'une ischémie myocardique qui apparaît surtout à l'effort, qui est elle-même la conséquence de quoi? De plaques d'athérosclérose coronaire qui sont sténosantes et qui ne sont pas symptomatiques, oui, une sensible, et qui ne sont pas symptomatiques au repos. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle une réserve coronaire. C'est-à-dire que il y a une réserve coronaire, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de vasodilatation maximale au repos donc des artères coronaires. Alors, ces capacités d'adaptation de la circulation coronaire seront rapidement dépassées à l'effort. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation des besoins en oxygène du myocarde, mais en parallèle, il y a une diminution des apports à l'effort du fait de cette sténose coronaire. C'est pour cette raison, la douleur, elle apparaît typiquement à l'effort et elle va disparaître rapidement au repos. Et après l'administration de la trinité. Alors, on rappelle ce qu'on vient de dire, la douleur angineuse, elle est typique par son siège, rétrosternal médiothoracique, par son type, constriction, oppression, mais parfois des brûlures rétrosternales. Alors, les circonstances de survenue, c'est l'effort et la sensibilité à la trimethine et à l'arrêt de l'effort. Alors, chaque fois que vous avez ces trois caractéristiques, siège, type, circonstances de survenue, alors vous pouvez affirmer que vous êtes devant une forte probabilité d'une douleur d'origine coronaire ou une douleur angineuse. Donc, c'est un diagnostic qui est avant tout un diagnostic clinique. C'est les caractéristiques de la douleur. D'accord? Bien sûr, ce n'est pas le cas dans tout. Les douleurs ne sont pas typiques dans 100% des cas, mais c'est dans la majorité des cas, la douleur, elle a ses caractéristiques. Alors, ça, c'est la douleur angineuse typique dans l'angine de poitrine stable. Alors, dans les syndromes coronaires aigus, c'est les mêmes douleurs angineuses avec leur siège, leur type, mais qui diffèrent par essentiellement les circonstances de survenue. La douleur de l'angine de poitrine stable diffère de la douleur des syndromes coronaires aigus par les circonstances de survenue, donc qui sont différentes. Dans les syndromes coronaires aigus, la douleur thoracique, elle survient typiquement au repos. D'accord? Pourquoi au repos? Parce que généralement, c'est une complication d'une plaque d'athérosclérose
qui va se rompre, ou qui va se fissurer et qui va occlure partiellement ou totalement la lumière de l'artère coronaire. Donc, il y a une réduction brutale de l'apport sanguin au myocarde qui entraîne une ischémie qui apparaît généralement au repos. Alors, une autre caractéristique essentielle, c'est que toute douleur qui se prolonge, une toute douleur de type angineuse, qui se prolonge au-delà de 20 minutes, continue, plus de 20 minutes, c'est une douleur d'infarctus du myocarde au syndrome coronaire aigu ST+. D'accord? Toute douleur de type angineuse prolongée, c'est une douleur d'infarctus du myocarde jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Très bien. Alors, on peut avancer alors. Alors, si on revient à notre patient, donc c'est un patient 55 ans, multiples facteurs de risque cardiovasculaire et qui consulte en fin de compte, si on synthétise la sémiologie de la douleur, c'est des douleurs angineuses typiques et prolongées. Alors, les douleurs thoraciques, on a dit que peuvent être d'origine cardiovasculaire, pleuropulmonaire, digestive, osseuse ou articulaire, nerveuse, mais aussi elles peuvent être d'origine psychogène une fois qu'on a éliminé les autres pathologies. Alors, parmi les causes cardiovasculaires, on a dit que 4 urgences cardiovasculaires doivent être rapidement recherchées et éliminées par donc, l'abréviation PIED, donc péricardite, infarctus du myocarde ou syndrome coronaire aigu, embolie pulmonaire et dissection aortique. Alors, à ce stade, quelles sont vos suspicions diagnostiques chez ce patient? Syndrome coronaire aigu, plus, au premier plan, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui est en faveur du syndrome coronaire aigu avant tout? Si on résume, qu'est-ce qui est en faveur du syndrome coronaire aigu? Très bien, les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un patient qui a très haut risque cardiovasculaire. Le type de douleur, les circonstances de survenue, la durée, oui, oui, oui. Très bien. Alors, donc, premier diagnostic à évoquer devant ce tableau, c'est un syndrome coronaire aigu. Pourquoi un syndrome coronaire aigu? C'est un patient qui a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un patient qui a très haut risque cardiovasculaire, mais aussi par les caractéristiques de la douleur, et on a dit que ces douleurs sont typiquement des douleurs d'angine de poitrine, type siège, irradiation, surtout la durée continue qui est plus de 20 minutes, c'est une douleur d'infarctus du myocarde. Donc ici, on suspecte un syndrome coronaire aigu et notamment un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST. Pourquoi? Parce que c'est une douleur angineuse qui est prolongée, qui n'évolue pas de façon intermittente, mais c'est une douleur qui, une fois installée, elle se prolonge au-delà de 20 minutes. Alors, l'examen physique, donc, une fois on a fait une bonne anamnèse, on a donc caractérisé ces douleurs thoraciques. L'examen physique doit être complet et surtout centré sur les appareils cardiovasculaires et pleuropulmonaires. C'est l'examen cardiaque et l'examen pleuropulmonaire essentiellement. Donc, bien évidemment, on a rapidement recherché initialement, dès la prise en charge du patient, on l'a dit, des signes de gravité, notamment respiratoires, circulatoires et neurologiques. Alors, voici notre patient. Donc, à l'examen, lorsque vous l'examinez, le patient, il a toujours mal. D'accord?
Il est en sueur profuse. Sa tension artérielle est à 9,6. Le pouls, il est régulier à 65 battements par minute. L'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale et la saturation artérielle en oxygène, elle est de 96%. Elle est rendue. Alors, quelle est votre conduite à tenir chez ce patient? Très bien. On a dit que les trois paramètres essentiels dans la prise en charge de toute douleur thoracique, avant tout, c'est l'anamnèse, c'est l'examen physique, et ensuite, un troisième élément, c'est l'électrocardiogramme. D'accord? L'électrocardiogramme, c'est l'examen à demander de façon urgente et qui doit être obtenu dans les 10 minutes qui suivent le premier contact médical, c'est-à-dire le premier contact avec un médecin. Donc, un électrocardiogramme 12 dérivations doit être obtenu le plus rapidement possible avec un délai cible inférieur à 10 minutes après le premier contact médical. On ne fait pas une oxygénothérapie. Pourquoi l'oxygénothérapie? C'est un patient qui sature correctement. Il a une saturation à 87% à la ambiance, monsieur. D'accord? Il n'a pas besoin d'oxygène. Alors, une surveillance électrocardiographique doit être initiée dès que possible chez tous les patients suspects de syndrome coronaire aigu ST+. Alors, bien sûr, on va faire un bilan avec un dosage des marqueurs de la nécrose myocardique qui ne va en aucun cas retarder le traitement de repercussion. Voici l'électrocardiogramme du patient. Est-ce que vous pouvez l'interpréter? Alors, alors, vous pouvez décrire ce que vous voyez. C'est pas grave si on fait des fautes. Alors, sus-décalage en V2. Je ne vois pas de sus-décalage en V2, sincèrement. Oui, quoi d'autre? Rythme régulier sinusal, axe normal, oui. Non, oui. C'est un rythme qui est régulier, qui est sinusal. Donc, avec un axe en D1 qui est normal. En T1, peu pointu, symétrique, positif en V2. Non. Image en miroir en V1. EBG, non. Sous décalage, rythme régulier sinusal à 75, ou peut-être moins, à 60 battements par minute. Axe normal, anté négative. En D3, on a dit qu'en D3, l'anté peut être négative sans que ça a vraiment une signification pathologique. On a des antés négatives en V2, V3 avec un sous-décalage du segment ST. Oui. Regardez, en V2, on a ce sous-décalage qui est horizontal
du segment ST. Voici la ligne isoélectrique et on a ce sous-décalage. D'accord? Alors, quoi d'autre? Il y a quelque chose qui m'intrigue sur cette ECG qui saute aux yeux pour des œils qui sont avertis sur cet électrocardiogramme. Quelle est cette anomalie? Juste décalage en AVL? Non, pas vraiment. Il y a une anomalie qui ressemble. Non, 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 non. On déprime, non. Alors, je vous conseille de regarder ici en précordial. Qu'est-ce qui frappe? Qu'est-ce qui saute aux yeux ici? Dans V1, V2, V3, V4, V5, V6. Non, c'est pas une inversion d'électrode, non. Oui, très bien, très bien. La zone de transition, c'est vrai qu'elle n'est pas normale, mais surtout, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va passer, je crois, à la réunion suivante parce qu'on manque de temps et ensuite, on va réinterpréter cet électrocardiogramme ensemble. À tout à l'heure. On revient à cet électrocardiogramme. En fait, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une anomalie particulière. Donc, c'est quoi? C'est, regardez ici, de V1 à V6, normalement, qu'est-ce qu'on a de V1 à V6 sur un électrocardiogramme normal? On a une onde R qui pousse progressivement, normalement, de V1 à V6, avec une onde R qui augmente progressivement d'amplitude, une onde S qui va diminuer progressivement d'amplitude de V1
à V6. Ça, c'est la progression normale des QRS dans les dérivations précordiales. Qu'est-ce qui m'intrigue ici? C'est, regardez, c'est l'amplitude des ondes R en V2 et en V3. Oui. Donc, c'est l'amplitude de l'onde R en V2 et en V3. Donc, ça, ce n'est pas normal d'avoir une onde en R ici en V2. D'accord? Normalement, le rapport petit r sur grand S en V1 et en V2, il est inférieur à 1. Ici, il est supérieur à 1. Alors, dans un contexte, rappelez-vous, le GNCG, ça s'interprète dans un contexte clinique. C'est un monsieur qui est de 55 ans, qui a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire et qui consulte pour des douleurs thoraciques prolongées de type angineuse. Vous avez émis comme suspicion diagnostique en premier lieu un syndrome coronaire aigu, notamment un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Ici, malheureusement, on ne voit pas de sus-décalage du segment ST. Mais on voit cette anomalie. C'est une onde R qui est très ample en V2. Alors, retenez ça. Donc, ça peut être, c'est quoi ça? Ça peut être le miroir de ce qu'on appelle un infarctus basal. D'accord? Alors, le sus-décalage en V7, V8, V9, l'infarctus basal, le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Alors, contrairement aux autres infarctus, l'image en miroir, elle peut être à type d'onde R ample en V1 ou en V2. Alors, pourquoi j'ai mis cet électrocardiogramme? Non, il n'y a pas vraiment de sus-décalage en AVR. Le segment ST il est presque isoélectrique en AVR. Voilà, donc si Aziz a fait ça, le mot qui doit ressortir ici. Pourquoi j'ai mis cet électrocardiogramme? Pour vous dire, méfiez-vous des présentations électrocardiographiques atypiques, notamment lorsque vous avez des douleurs angineuses qui sont prolongées. Vous devez vous acharner à rechercher un syndrome coronaire aigu ST+. D'accord? Alors, ce qui est recommandé actuellement devant toute douleur thoracique, c'est de faire un électrocardiogramme 12 dérivations dans les 10 minutes. La moindre suspicion d'un syndrome coronaire aigu ST+, notamment basal, devant des douleurs thoraciques qui sont prolongées, il faut compléter les 18 dérivations électrocardiographiques. D'accord? C'est clair ça? Alors, le diagnostic, alors, il faut se méfier, comme on l'a dit, des présentations électrocardiographiques atypiques. Je suis très je suis orienté devant chez ce patient qui a des douleurs angineuses qui sont prolongées, qui a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, à la recherche d'un syndrome coronaire aigu, notamment un syndrome coronaire aigu ST+. C'est pour cette raison que l'onde R, elle va cacher donc un sus-décalage dans les dérivations basales. C'est l'image en miroir de ce qu'on appelle l'infarctus basal. Et l'infarctus basal, le syndrome coronaire aigu ST+, est parmi les présentations atypiques des syndromes coronaires aigus ST+. Alors, les autres présentations atypiques, c'est quoi? C'est le bloc de branche gauche complet. Le bloc de branche gauche complet, comme vous l'avez vu, ça peut mimer les signes d'un syndrome coronaire aigu ST+, donc ça peut cacher les signes d'un syndrome coronaire aigu ST+, dans le territoire antérieur. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Rappelez-vous que le bloc de branche gauche, c'est un élargissement des QRS, mais en même temps, il y a des troubles secondaires de la repolarisation. Et ces troubles secondaires de la repolarisation sont à type de sus-décalage en V1, V2 et V3.
D'accord? Et c'est pour cette raison que toute douleur thoracique prolongée, de type angineuse prolongée, avec l'électrocardiogramme, un bloc de branche gauche complet, et un syndrome coronaire aigu ST+, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Alors, la deuxième situation, c'est les rythmes électro-entraînés. Je parle électro-entraînés, c'est-à-dire les patients qui ont des pacemakers. C'est des stimulateurs intracardiaques qui vont donner des impulsions au corps. D'accord? Et la particularité des rythmes électro-entraînés, c'est qu'elles miment, elles reproduisent exactement, typiquement, le bloc de branche gauche. Pourquoi? Parce que les patients électro-entraînés, généralement, on stimule les patients dans le ventricule droit. D'accord? Donc, c'est toujours, ça va avoir l'électrocardiogramme, il va être à type de bloc de branche gauche, complet. Alors, la troisième cas, ouais, syndrome coronaire aigu ST+ basal, c'est le cas clinique de notre, c'est le cas de notre patient. Le cis-décalage isolé de ST en AVR. Alors, le cis-décalage de ST en AVR isolé, c'est témoigne généralement d'une ischémie myocardique très étendue et très grave, et notamment une occlusion de l'aiguilla proximale avant la première branche septale. Vous savez que AVR, c'est la partie, ça renseigne sur la partie basale du septum interventriculaire. Et chaque fois qu'on a des occlusions qui sont très proximales, notamment de l'interventriculaire antérieur, ça peut se traduire par des cis-décalages qui sont isolés en AVR. Et ça, c'est un signe de gravité du syndrome coronaire. Alors, attention aussi, lorsqu'on n'a pas de sus-décalage évident du segment ST sur l'électrocardiogramme, mais vous avez des symptômes d'ischémie myocardique qui sont persistants. D'accord? D'accord? Donc, une douleur thoracique prolongée angineuse typique chez un monsieur qui a des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, c'est un syndrome coronaire aigu ST+, jusqu'à preuve du contraire. Même si on n'a pas de sous-décalage, bon, c'est vrai que c'est des cas particuliers, mais ça doit inciter à une prise en charge énergique de ces patients. Est-ce que vous avez compris ici ou pas? Eh oh. Oui, coronarographie dans le cas 5, oui, bien sûr. On a une forte suspicion d'un syndrome coronaire aigu ST+, il faut aller vers l'angiographie coronaire, oui. Alors, le rythme électron-containé, Inès. Le rythme électron-containé, c'est quoi? C'est les patients qui ont des pacemakers, qui sont implantés de pacemakers pour des troubles de la conduction cardiaque. Alors, le pacemaker, généralement, on implante une sonde dans le ventricule droit. Ça stimule le ventricule droit. Donc, le ventricule droit, il va être activé avant le ventricule gauche. D'accord? Et c'est le ventricule gauche qui va être activé de proche en proche à partir du ventricule droit. Et ça reproduit sur l'électrocardiogramme de surface exactement l'aspect d'un bloc de branche gauche complet. Alors, voici les dérivations basales de l'équation qu'on vient de voir. Donc, en achetant les dosages des marqueurs, d'accord? Alors, regardez ce monsieur. Donc, ça, c'est les dérivations basales B7, B8, B9, d'accord? Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Un sus-décalage qui est convexe vers le haut, qui englobe l'onde de T en B7, B8, B9, et qui est de environ ici de 2 mm. Alors, dans les dérivations basales, 1 mm de sus-décalage, ça suffit pour porter les critères diagnostiques de l'infarctus du myocarde. Vous voyez le sus-décalage ici, donc B7, B8, B9. B1, B2, B2 surtout, B3, c'est les images en miroir de ce qui se passe dans le territoire basal. Alors, si on retient, donc, quel est le diagnostic ici? Rapidement, s'il vous plaît. Le diagnostic ici, qu'est-ce qu'on a retenu? Allô? Donc, syndrome coronaire aigu, ST+, basal. Très bien.
Est-ce que c'est un syndrome coronaire aigu ST plus compliqué ou non? Je vous rappelle ici, regardez, l'examen physique de patient. Compliqué ou pas? Très bien, très bien. Il est hypertendu. Oui, oui. Compliqué de quoi? Non, pas vraiment d'état de choc. Regardez, ce monsieur, il est en sueur profuse, il a 9 de tension alors qu'il est hypertendu, hein. C'est un collapsus cardiovasculaire. Il a un pouls régulier qui est lent à 65 par minute. Donc, une auscultation pulmonaire et cardiaque normale, une saturation normale en oxygène. Alors, ça, c'est une complication classique de ce qu'on appelle les infarctus basales ou les infarctus aussi inférieurs. C'est ce qu'on appelle le choc vagal. D'accord? C'est en fait un choc qui apparaît généralement dans 90% des cas dans les syndromes coronaires aigus ST plus inférieur au basal et qui traduit l'hyperactivation du système parasympathique qui entraîne généralement des bradycardies sévères et une hypotension avec un collapsus cardiovasculaire qui est la conséquence de la vasodilatation. D'accord? Généralement, ce choc vagal, c'est il répond rapidement à ce qu'on appelle le remplissage vasculaire et à l'atropine, qui est un parasympathicolytique et qui, donné par voie intraveineuse, il va lever rapidement cet état de choc d'origine vagale. D'accord? Donc, c'est un syndrome coronaire aigu ST+, qui est en basal et qui est compliqué d'un état de choc, voilà, d'un choc vagal, et qui est vu à H2 des débuts des douleurs. D'accord? Alors, quelle est votre conduite à tenir ici? Alors, vous êtes interne de garde au box des urgences. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Première chose, premier réflexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Conditionnement du patient, hospitalisation, musique et surveillance, repas, mobilisation coronaire. Le CG 18 dérivation, on l'a fait déjà. D'accord? Remplissage ECG, oui. Le premier réflexe à faire, c'est quoi? Devant tout syndrome coronaire aigu ST+, c'est quoi? Alors, je vais passer rapidement. Donc très bien. Alors, devant la clinique, l'électrocardiogramme, clinique de l'orangineuse prolongée chez un terrain qui est favorable, avec l'électrocardiogramme qui montre un sous-décalage du segment ST qui est systématisé. Donc, le diagnostic, il est posé. On n'a pas besoin d'autres examens complémentaires. Le diagnostic du syndrome coronaire aigu ST+, c'est un diagnostic clinique et électrocardiographique. Les seules données de la clinique et de l'électrocardiogramme permettent de poser le diagnostic et d'initier la prise en charge thérapeutique. Alors qu'une fois que le diagnostic est posé, ça constitue une urgence médicale extrême. Alors, le premier réflexe devant tout ça, chez tout syndrome coronaire aigu ST+, c'est quoi? C'est le monitorage de patients. Pourquoi on monitore les patients? Parce que la première cause de mortalité dans les premières minutes ou les premières heures du syndrome coronaire aigu ST+, c'est la mortalité d'origine rythmique, notamment les fibrillations ventriculaires. Très bien. Donc, première chose, c'est de monitorer le patient. D'accord? Monitorage du patient avec un défibrillateur automatique implantable qui est à proximité. Un défibrillateur automatique externe qui est à proximité. D'accord? Deuxième chose, il faut conditionner le patient. Comment on va conditionner le patient? D'accord? Donc, première chose, deux voies d'abord de gros calibre. Donc, qui vont nécessiter, donc, qui vont permettre donc de
d'administrer les traitements. Alors, en même temps, en faisant les voies d'abord périphériques, on va prélever un bilan sanguin qui comportera une hémostase, un bilan biologique et notamment un dosage des marqueurs de la nécrose myocardique. Mais jamais on va attendre le résultat de ces marqueurs de la nécrose myocardique pour initier le traitement. Le traitement, il est urgent, d'accord? Troisième chose, enfin, une fois qu'on a fait des voies périphériques, qu'on a prélevé le bilan, donc on va administrer des traitements. Alors, chez ce patient, notamment, donc, il est en collapsus cardiovasculaire, il a un choc vagal. Qu'est-ce qu'on va donner? L'atropine par voie intraveineuse, qui va rapidement accélérer le rythme et remonter la tension. En même temps, on va donner un remplissage vasculaire. D'accord? Alors ensuite, on va essayer donc de traiter donc, le symptôme qui est douleur. Donc, vous savez que la douleur angineuse, la douleur de l'angine de poitrine ou la douleur de l'infarctus du myocarde, c'est une douleur qui est très angoissante et qui est très intense généralement. Donc, on va traiter cette douleur par des antalgiques, notamment des dérivés morphiniques. Parce que la douleur de syndrome coronaire aigu ST+, c'est une douleur qui est résistante au paracétamol, mais elle est sensible à la morphine. D'accord? Alors, quatrième chose, on va administrer des traitements, ce qu'on appelle le traitement antithrombotique, qui comportera deux volets essentiels. Le traitement anti-agrégant plaquettaire, généralement on donne une association de l'aspirine et du clopidogrel, et un traitement anticoagulant à base d'héparine non fractionnée ou d'héparine à bas poids moléculaire. Alors, une fois le patient il est conditionné, les traitements sont initiés. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est en fait, il faut aller reperfuser l'artère coronaire qui est complètement bouchée. D'accord? C'est ce qu'on appelle la reperfusion myocardique en urgence. Alors, clinique ECG, diagnostic posé, donc urgence médicale, hospitalisation, soins intensifs, surveillance stricte avec monitorage, traitement immédiat, ensuite reperfusion coronaire. Alors, vous savez, ce dogme, bien sûr, même si on a du ST+, on donne des traitements antithrombotiques, bien sûr. Alors, tout syndrome coronaire aigu, il a besoin d'un traitement antithrombotique comportant un traitement anti-agrégant plaquettaire et un traitement anticoagulant. Alors, dans le syndrome coronaire aigu ST+, le dogme, c'est quoi? Le temps, c'est du muscle et c'est de la vie, d'accord? Chaque minute qui passe, c'est du muscle qui est complètement nécrosé et c'est un pronostic plus sombre pour le patient. Le temps, c'est du muscle, c'est de la vie. C'est aussi une véritable course contre la montre, d'accord? Chaque minute compte. C'est une urgence, d'accord? Alors, deux méthodes de reperfusion. La reperfusion, elle peut être pharmacologique, c'est ce qu'on appelle la thrombolyse intraveineuse, et la reperfusion mécanique, c'est ce qu'on appelle l'angioplastie primaire. Alors, chaque fois en médecine qu'on a donc deux méthodes thérapeutiques, chacune généralement a des avantages et des inconvénients. Alors, la thrombolyse, quels sont ses avantages? Alors, la thrombolyse, c'est une utilisation avant tout facile. C'est une perfusion intraveineuse d'une molécule, donc qui va permettre de liser les cailloux, la fibrine du caillou et va permettre de perméabiliser l'artère. Elle est largement disponible, on peut les avoir même dans les hôpitaux régionaux et de deuxième ligne. D'accord? On n'a pas besoin d'une structure de troisième niveau comme le CHU pour avoir la thrombolyse. Elle est rapide. Actuellement, avec les nouveaux thrombolytiques, notamment la métallyse, la dernière génération des thrombolytiques, en fait, c'est une seule injection intraveineuse en fonction du poids. C'est une seringue qui est pré-graduée et avec donc pré-graduée en fonction du poids et on injecte le soluté en fonction du poids du patient. Et à un coût, donc la thrombolyse, elle a un coût qui est relativement faible par rapport à l'angioplastie. Le coût faible, donc pour les premiers thrombolytiques actuellement en étude utilisée, la streptokinase, elle coûte dans les 350 dinars. Alors les meilleurs thrombolytiques qui existent actuellement, c'est la métallyse. C'est une seule injection intraveineuse en fonction du poids et c'est à peu près 1800 dinars par flacon.
Alors, le principal inconvénient de la thrombolyse, c'est quoi? Le principal inconvénient de la thrombolyse, c'est le risque hémorragique, d'accord? Notamment le risque d'hémorragie intracrânienne. Alors, l'efficacité qui est relativement limitée. Pourquoi? Donc, on dit qu'avec la thrombolyse, on arrive à reperfuser l'artère coronaire dans uniquement 40 à 50% des cas. Et cette efficacité, elle va en diminuant chaque fois qu'on avance dans le temps. C'est-à-dire, l'efficacité de la thrombolyse à la première heure après le début de la douleur, elle n'est pas la même efficacité à 4 heures ou 5 heures. Elle n'est pas la même efficacité à 9 heures ou 10 heures. D'accord? Alors, le troisième inconvénient, c'est quoi? C'est le risque de récidive. Pourquoi risque de récidive? Parce qu'en donnant une thrombolyse intraveineuse, on va en fait liser la fébrine du caillou, mais on ne va pas traiter la plaque d'athérosclérose. Il y a un risque de réocclusion coronaire avec un risque de réinfarctus. D'accord? Alors, les principaux avantages de l'angioplastie, c'est qu'elle a une efficacité très élevé. On peut avoir un taux de reperfusion qui atteint les 99% dans des mains qui sont entraînées. Elle va traiter en même temps l'occlusion coronaire et elle va traiter la lésion coupable par l'implantation de ce qu'on appelle une endoprothèse coronaire ou stent. Alors, le risque hémorragique, il est beaucoup plus faible que celui de la thrombolyse et les contre-indications, elles sont plus rares. Alors, l'inconvénient essentiel, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas toujours disponible. Ça nécessite généralement un plateau lourd, donc avec des moyens matériels et humains qui sont très, très importants. C'est réservé généralement aux structures de troisième ligne. Le délai de mise en route, le temps de préparer une salle de cathétérisme avec le médecin et le paramédical, donc ça met du temps pour mettre en route tout ça. Le coût, il est beaucoup plus élevé et c'est une technique qui est opérateur dépendant et qui nécessite des opérateurs qui sont entraînés et qui, pourquoi on n'utilise pas la thrombolyse en ST-. Alors, en fait, donc, la thrombolyse a été utilisée initialement dans le syndrome coronaire aigu ST-, mais en fait, les grandes études épidémiologiques et cliniques n'ont pas montré une efficacité, voire même un effet donc, délétère sur cette catégorie de patients. D'accord? Avec une augmentation du risque hémorragique, mais sans vraiment augmentation du bénéfice en termes de myocarde. Alors, c'est clair pour les avantages et les inconvénients de la thrombolyse, d'accord? Des deux méthodes de reperfusion. Très bien. Alors, on va avancer. Alors, les indications, donc, chaque fois qu'on a deux méthodes thérapeutiques, on va être amené à choisir l'une ou l'autre, mais en fonction des critères. Alors, les critères, ils sont un peu complexes, mais je vais les résumer de façon assez simple. Alors, chaque fois en médecine qu'on a un traitement qui est plus efficace qu'un autre, il faut toujours privilégier ce traitement. Alors, je dirais, il faudrait faire une angioplastie primaire chaque fois qu'elle est possible. D'accord? Faire l'angioplastie primaire devant tout syndrome coronaire aigu ST+, chaque fois qu'elle est possible. Je m'en ai possible. Possible, ça sous-entend qu'on a une salle de cathétérisme à proximité et que le délai entre le premier contact médical avec le patient et l'angioplastie doit être de moins de 1 heure 30 minutes ou 90 minutes. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter des délais très importants au-delà d'1 heure ou de 2 heures pour indiquer une angioplastie primaire. Donc, faire l'angioplastie primaire chaque fois qu'elle peut être réalisée avec des délais raisonnables dans moins de 90 minutes. D'accord? Alors,
Alors, classiquement, on dit que chaque fois que la présentation de l'infarctus du myocarde, elle est très précoce. Je m'en ai très précoce, c'est les 2 premières heures. On dit généralement que l'efficacité de la thrombolyse et de l'angioplastie, elle est presque identique. D'accord? Une fois qu'on avance dans le temps, les deux courbes de l'efficacité en termes de repercussion divergent avec une large supériorité dans le temps de l'angioplastie. Alors, il y a des indications certaines qui sont indiscutables de l'angioplastie. C'est tout ce qui est échec du thrombolyse. Les patients qu'on a thrombolysés avec échec, bien sûr, il faut aller directement vers une angioplastie, on l'appelle non pas primaire, mais une angioplastie de sauvetage. À chaque fois qu'on a une contre-indication absolue à la thrombolyse, on ne peut pas thromboliser un patient qui a une contre-indication absolue, et les patients en état de choc cardiogénique. Les patients en état de choc cardiogénique, préférentiellement, la méthode thérapeutique donc, optimale, c'est l'angioplastie primaire. D'accord? Parce que les grandes études n'ont pas montré d'efficacité dans la thrombolyse dans cette indication. Alors, si on résume, faire l'angioplastie primaire devant tout syndrome coronaire aigu ST+, chaque fois qu'elle est possible, qu'elle peut être réalisée avec des délais qui sont raisonnables, c'est-à-dire moins d'1h30. Alors, chaque fois que ce délai va être plus élevé, c'est-à-dire le patient qui est à, je ne sais pas, je dis comme ça, à Sidi-Bouzid ou à Gassine, qui fait un syndrome coronaire aigu ST+, et que vous n'avez pas une salle de cathétérisme cardiaque fonctionnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ces patients, on ne va pas attendre qu'il nécrose pour faire une angioplastie primaire. Le délai de transfert, par exemple, de Gassine à Sousse, c'est au moins 3 heures. Donc, on ne peut pas attendre pour traiter ces patients 3 heures. Donc, on va administrer en dehors des contre-indications des thrombolytiques. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, donc il doit être adressé immédiatement pour une angioplastie de sauvetage. Est-ce que c'est clair les indications? Très bien. Alors, à partir de ce cas clinique, donc, on a vu donc, un cas de douleur thoracique. Oui, s'il y a des contre-indications pour la thrombolyse et la distance de 3 heures, comment faire? Alors, ça, c'est un cas particulier. Vous avez une contre-indication absolue pour la thrombolyse et des délais qui sont prolongés. Donc, bien sûr, il ne faut pas thromboliser les patients en présence d'une contre-indication à thrombolyse. Il faut accepter ces délais et adresser le plus rapidement possible les patients par une angioplastie primaire. Est-ce que vous avez des questions pour ce qu'on a vu ici? Donc, on a vu, donc, oui, tout ce qui est douleur thoracique, syndrome coronaire aigu. Très bien. Aucune question? Alors, si on retient des messages clés à partir de ce cas clinique, donc douleur thoracique, avant tout, rechercher les signes de gravité, ça permet d'orienter vers. Donc, si l'angioplastie n'est pas disponible, on fait la thrombolyse et après on doit faire l'angioplastie. Oui. N'est pas disponible, c'est-à-dire n'est pas disponible dans des délais qui sont raisonnables, bien sûr. Il faut thromboliser les patients, ensuite les adresser vers une angioplastie et un de sauvetage, voilà une angioplastie programmée. D'accord. Alors, les messages clés, donc, rechercher les signes de gravité, donc, devant toute douleur thoracique, qui cacherait, donc, potentiellement des pathologies graves qui nécessiteront une prise en charge immédiate, rapide. Alors, deuxième point, les 3 pierres angulaires de la démarche diagnostique, c'est l'anamnèse, l'examen physique et l'électrocardiogramme, bien sûr.
Alors, en dehors du syndrome coronaire aigu, comment se présente un patient qui a une péricardite? Alors, la péricardite, alors voilà, la péricardite, c'est quoi les caractéristiques de la douleur? La douleur, elle est typiquement prolongée, c'est des douleurs qui sont précordiales, c'est pas comme les douleurs angineuses, c'est la région précordiale ici. Elles sont prolongées, donc une fois installées, elles vont se persister. Elles sont nettement, généralement augmentées à l'inspiration profonde et à la mobilisation, c'est-à-dire, donc, et elle est calmée par l'antéflexion. L'antéflexion, c'est-à-dire le fait d'être penché vers l'avant. D'accord? C'est de l'or. La caractéristique essentielle, elle est prolongée, elle augmente à l'inspiration profonde et elle est calmée par l'antéflexion. D'accord? Elle est aggravée aussi par le décubitus dorsal. Alors, la péricardite, c'est les caractéristiques de la douleur dans la péricardite aiguë. D'accord? Mais retenez que dans la péricardite, on peut avoir aussi des douleurs de type angineux. Alors, comment on va faire la distinction entre les deux pathologies? Le terrain. Le terrain n'est pas le même. Le syndrome coronaire aigu, c'est généralement les patients à haut risque cardiovasculaire avec de multiples facteurs de risque cardiovasculaire majeur. Les péricardites, généralement, c'est le sujet jeune qui n'ont pas de tard, qui généralement ont des infections virales qui précèdent dans les 2 semaines ou les 3 semaines avant l'apparition des douleurs thoraciques. D'accord? Alors, sur le plan examen complémentaire, l'électrocardiogramme permet de faire la différence. Dans la péricardite aiguë, on a généralement un sus-décalage du segment ST qui est diffus, il n'est pas systématisé, il ne correspond pas à un territoire de perfusion myocardique. Il n'y a pas d'image en miroir, il n'y a jamais d'endocu de nécrose qui va apparaître. Dans le syndrome coronaire aigu ST+, voilà, dans le syndrome coronaire tout court, on a des signes électriques qui sont systématisés, il y a une image en miroir, il y a une amplitude qui va apparaître si on laisse évoluer donc la pathologie sans intervenir. Donc, le terrain n'est pas le même, les caractéristiques de la douleur ne sont pas les mêmes et les électrocardiogrammes ne sont pas les mêmes. D'accord? Il y a une explication physiopathologique pour retenir. Ça, c'est des définitions universelles hein, pour parler de 20 minutes. C'est des normes universelles, donc il n'y a pas vraiment d'explication physiopathologique. Il faut retenir avant tout que c'est une douleur qui est prolongée. Hein. Ensuite, 20 minutes, 30 minutes, ça, c'est pas très grave. C'est une douleur qui est, une fois installée, ça correspond à une thrombose coronaire occlusive, complète, qui, une fois là, elle ne va pas régresser. D'accord? Et la douleur, elle va se prolonger. Pourquoi on doit respecter les délais de l'angioplastie? C'est quoi le risque si on fait l'angioplastie après 90 minutes? On s'est fait mal à comprendre là. Alors, le délai de 90 minutes, c'est le délai acceptable avec lequel on va dire délai. Donc, c'est pas grave si on attend jusqu'à 90 minutes, on va faire l'angioplastie primaire. Au-delà de 90 minutes, bien sûr qu'on pourrait faire l'angioplastie primaire, mais on a fait perdre aux patients, on dit après 90 minutes, énormément de temps. Donc, il vaut mieux thromboliser le patient en attendant l'acheminement vers la salle de cathétérisme. Le délai de 90 minutes, c'est le délai acceptable qu'on accepte pour avoir accès à une angioplastie primaire. C'est clair ou pas? Très bien. D'autres questions sur les douleurs thoraciques? Alors, généralement, l'électrocardiogramme, dans la dissection aortique, on n'a pas vraiment de signe électrocardiographique. D'accord? C'est des douleurs qui sont intenses, qui sont atroces, qui sont transfictions, qui irradient vers le dos, qui sont migratrices vers le bas, mais avec un électrocardiogramme qui est généralement normal. Et une intensité de la douleur très importante, avec un ECG normal et notamment une asymétrie de la tension et des pouls, ça doit faire évoquer donc une dissection aortique.
Alors, seule chose, un cas particulier dans la dissection, c'est lorsqu'elle s'étend elle s'étend en rétrograde vers les artères coronaires. Dans ce cas, on peut avoir donc des signes d'un syndrome coronarien aigu ST+, et ça, c'est un diagnostic différentiel qui est assez difficile. Alors, la dissection, c'est l'angioscanner qui fait le diagnostic, bien sûr, c'est l'angioscanner thoracique, mais aussi un autre examen, c'est l'échographie transœsophagienne. Et même l'angioscanner thoracique ou l'échographie transœsophagienne permettent de porter le diagnostic. C'est clair? Oui, la dissection, la radiographie de thorax, oui, dans la dissection, ça peut montrer un élargissement médiastinal, mais même pas toujours concluant. Alors, donc, la réunion elle va être bientôt clôturée. Donc, merci à vous. Donc, vous serez contacté pour les prochains enseignements. Ordonnance de sortie de ce patient, bien sûr. Donc, c'est le traitement basique, c'est-à-dire pétade de cœur, anti-agrégant plaquettaire associant aspirine et clopidogrel, aspirine à vie, clopidogrel pendant 12 mois, statine, inhibiteur de l'enzyme de conversion et bien sûr correction des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension avec un objectif inférieur à 13,8, le diabète avec une hémoglobine glycée inférieure à 7% et arrêt immédiat de l'intoxication tabagique. À la prochaine alors. Merci, au revoir.